plus, c'est un peu aussi. Donc... Ah oui. Question. Super. Comment on fait pour... Ah, voilà. Je sais pas si on va entendre ou pas. Posez-le là. D'accord. Hop là. Voilà, ça marche. Bon. Ok, donc on va y aller. Donc, avez-vous déjà traité des personnes souffrant de TOC et que pouvez-vous nous en dire? Bon. Dites-moi peut-être juste combien vous avez de questions pour que je... En fait, on Quoi, a combien par de temps exemple à peu 4 près questions principales et après on a plusieurs questions secondaires. Je traite des gens qui ont des TOC. Peut-être la première chose, ce serait de reparler un peu de la définition et de savoir de quoi on parle. Puisque TOC, c'est l'appellation actuelle, qui veut dire trouble obsessionnel compulsif. À notre époque, les troubles, on les met partout. Je ne sais pas si vous avez vu dans la salle d'attente, j'ai laissé un petit article, si vous avez eu le temps de lire, qui parle des troubles. À notre époque, on met des troubles partout. Tous les acronymes, les TOC, il y a toute une série d'acronymes comme ça, qui refont des nouveaux noms et ce qu'on appelle des euphémismes. Un euphémisme, c'est quand on adoucit un petit peu quelque chose pour pas dire, par exemple, femme de ménage, on dira employé de nettoyage ou de service, quelque chose comme ça, un euphémisme. Donc, dans le temps, depuis l'invention de cette pathologie-là, de ces troubles-là, par Freud, en 1900 à peu près, on les appelait névroses obsessionnelles. Ça faisait partie de la névrose obsessionnelle. Et depuis quelques années, on a voulu rendre ça un petit peu plus doux, et en les appelant troubles obsessionnels compulsifs. En trouble, on ne sait pas ce que c'est quelque chose, c'est quand une eau n'est pas limpide, c'est un peu trouble, mais on ne veut pas trop savoir ce qu'il y a dedans. Bon, alors on dit c'est juste un peu trouble. Obsessionnel, ok, ça rappelle la notion d'obsession, c'est-à-dire des choses qui reviennent comme ça, qui embêtent les gens dans leurs pensées. Et compulsif, c'est parce que ça vient de façon compulsionnelle, c'est-à-dire on ne peut pas trop s'en empêcher. Dans compulsif, on entend pulsion. Et la pulsion, c'est quelque chose qui vient en nous, qui est une poussée. Pulsion, ça veut dire pousser. Il y a quelque chose en nous comme ça qui pousse ces gens-là à vérifier, à contrôler, à se demander plusieurs fois des choses. Donc ils sont un peu poussés comme ça. Mais c'est vachement important de se rappeler que c'est avant tout une névrose. Ça fait partie de la névrose. Dans les embêtements psychiques, il y a la grande famille des névroses et la grande famille des psychoses. La psychose, c'est ce qu'on appelle la folie, globalement. Et la névrose, c'est ce qu'on a un petit peu nous tous. C'est-à-dire des petits trucs bizarres, des choses qui nous embêtent ou qui nous posent problème, ou des idées, des inquiétudes, des choses comme ça. Et dans la névrose, il y a l'hystérie, qui fait beaucoup parler le corps, c'est-à-dire c'est plus souvent des dames, mais il peut y avoir des hommes aussi, qui expriment quelque chose au travers de leur corps, ou au travers de symptômes, ou au travers de ressentis. C'est le corps qui parle. Après, il y a les phobiques, c'est quand même très très répandu, les gens qui ont peur de rentrer dans un ascenseur, ou d'aller sur un pont, ou dans un tunnel, ou la peur des chiens, des araignées, c'est vraiment très répandu. Là, c'est quelque chose, c'est plus leur corps, c'est quelque chose du monde qui va les inquiéter, quelque chose d'extérieur à eux. Et le troisième type de névrose, c'est donc les obsessions. C'est-à-dire là, c'est plus quelque chose du corps, c'est pas non plus quelque chose de l'extérieur, c'est quelque chose dans les pensées. C'est à l'intérieur d'eux. C'est pour ça que c'est embêtant les névroses obsessionnelles, un peu, parce que si vous avez peur, je ne sais pas, d'une araignée ou d'un cheval, il suffit de ne pas aller dans des endroits où il y a des araignées et des chevaux, et puis vous êtes peinard. Mais si vous avez votre inquiétude en vous, on ne peut pas bien la fuir, quoi. Donc pour la fuir, on va être obligé de composer avec. C'est-à-dire que des gens vont se dire, ok, j'ai de nouveau ce truc qui m'embête, donc je vais penser 10 fois à répéter quelque chose, et après je serai tranquille. Ils vont le faire 10 fois, ils vont être tranquilles, ils vont avoir purgé leur peine d'une certaine manière, ils vont s'être un peu punis, et après ils seront tranquilles. Sauf que, au bout d'un moment, ça revient. C'est le côté compulsionnel. Tout ça, ça me paraissait important
parler de cette définition, parce que la névrose, eh ben, c'est pas un trouble. La névrose, c'est l'humain, comme vous et moi, qui se posons des questions, qui devons composer avec la vie de tous les jours où c'est pas facile, où on a des histoires d'amour, où on a des inquiétudes sur la mort, où on aimerait que les choses marchent bien et s'il y a toujours un petit caillou dans la chaussure. C'est la vie, quoi. C'est quand même pas pareil de parler de névrose et de parler de trouble. Trouble, ça devient une espèce de maladie ou presque un code. Dans quelques années, et d'ailleurs c'est un peu le cas déjà, on mettra un chiffre après, et du coup, on parlera plus, il n'y aura plus de mots. Et ça, c'est très embêtant, parce qu'on est des êtres de parole. Et la dernière chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que quand on parle de névrose, on parle de désir, c'est-à-dire qu'on a un inconscient tous, même les gens qui disent qu'il n'y a pas d'inconscient et que tout est démontrable et tout est... on fonctionne comme des machines et on a la cervelle qui déconne un peu, donc on va la réparer. Et bien tout ça, c'est pas vrai. On a quand même un inconscient, puisqu'on rêve, puisqu'on fait des lapsus. Je sais pas, vous savez ce que c'est un lapsus, ouais. Tout ça, c'est notre inconscient qui dit quelque chose, qui essaye de dire quelque chose, de notre désir. Et c'est bien ça qui nous pose problème, parce qu'un désir, c'est un truc où on aimerait y aller, on aimerait que ça se passe comme ça. Et il y a toujours un petit truc qui embête, quoi. On n'est jamais tout à fait tranquille, on n'est jamais tout à fait sûr que ça marche, on n'est jamais... C'est intéressant parce que les définitions dans l'ordinateur, des choses comme ça, c'est pas du tout les mêmes. Et oui. Il y a très peu d'informations en fait sur ce sujet-là. Il faut les chercher. Il faut les chercher au bon endroit. Ouais. C'est ça. Donc avez-vous déjà traité des personnes souffrant de TOC et que pouvez-vous nous en dire? Donc voilà, ça c'était la première question. Oui, voilà. En dire que oui, donc j'ai déjà répondu un peu, je continue à en soigner, Dieu merci. Peut-être en dire que c'est une névrose qui n'est pas facile à soigner parce que c'est des symptômes qui sont bien accrochés. Et comme je vous disais avant, on ne peut pas facilement la contourner puisque c'est toujours un petit peu en nous, enfin, en la personne qui en souffre en tout cas. Mais que quand même, actuellement, il est très à la mode de parler de méthodes thérapeutiques comportementales, c'est-à-dire qu'on va dire aux gens, quand vous rencontrez telle chose qui vous fait peur ou qui vous pose problème, vous allez faire comme je vous dis là. Moi, ça, c'est une méthode qui ne me convient pas bien parce que je trouve que ça marche très bien pour un animal, les comportements, de dire, quand je te dis ça, tu fais pas ça, enfin, un ordre. Mais pour nous, les ordres, ça marche pas très bien, ou en tout cas pas longtemps. Parce qu'on est, encore une fois, on est des êtres de désir, et les ordres, ça nous pose un peu problème, et puis de toute façon, ça répond pas vraiment à la question. Donc, les névroses, moi, il me semble que ça se soigne, je dirais, là où on est le plus près de l'humain, c'est quand on parle, encore une fois. Donc, c'est d'écouter les gens, de leur laisser la parole, et d'essayer de repérer dans ce qu'ils disent, et puis qu'eux-mêmes, avec le temps, entendent ce qu'ils disent, et repèrent quel était leur désir inconscient, qui venait faire un peu problème, et dire que mince, il y a un truc qu'on aimerait bien faire, mais que ça va pas comme ça parce qu'on se l'interdit, ou parce que c'est interdit, ou parce que ça pourrait fâcher quelqu'un, bref, des choses comme ça qui au sein de nous-mêmes font conflit. Le conflit, c'est un truc important, ça, le conflit intérieur, le conflit intrapsychique. Donc la meilleure manière de lever ce conflit, c'est de l'éclairer. C'est comme si, je prends des fois cet exemple, c'est comme si vous demandiez à un enfant d'aller chercher une bouteille d'eau à la cave. Et dans l'escalier, il fait une nuit noire. Et donc on va s'imaginer qu'il y a des araignées, des sorcières, des monstres, des zombies, toute une série de choses terribles. Et on n'a pas envie d'y aller, quoi. Ou alors on y va avec beaucoup la trouille. Alors que je pense que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de trouver le bouton pour allumer la lumière. Et pour voir que dans cet escalier, d'accord, il y a des toiles d'araignée, d'accord, il y a de la poussière, mais il n'y a pas les zombies qu'on s'imaginait, il n'y a pas les monstres, il n'y a pas les sorcières, etc. C'est plus ça, c'est éclairer qu'est-ce qu'il en est de notre inconscient, et pour
C'est un peu la méthode que propose la psychanalyse, quoi. Oui. D'après vous, comment la maladie influence-t-elle leur bien-être, bien social, socialisation? Ben, avant tout, c'est quand même un embêtement. Hein, c'est-à-dire il y a plus un mal-être qu'un bien-être, quand même, quand on est embêté avec des choses comme ça. Donc, ben, la maladie, elle embête, et bizarrement, quelque part, elle protège un peu. C'est-à-dire, elle donne l'impression que qu'on sera un peu plus... Je prends l'exemple, par exemple, des phobiques, mais peut-être ça peut marcher aussi sur les obsessions. Ces gens-là sont, par exemple, très attirés d'aller à un endroit, mais en même temps, ils en ont peur. Donc, ils vont un peu se retenir. Les obsessionnels, par exemple, peuvent tout à fait avoir très envie d'aller à un rendez-vous, mais ce rendez-vous, ils vont le considérer comme s'il y avait plus que ce rendez-vous-là. C'est-à-dire, pour eux, ça représente un truc génial, même s'ils ne le sentent pas, mais à l'intérieur, inconsciemment, ils le connectent à quelque chose d'autre qui serait extraordinaire, qui serait vraiment une réussite ou un aboutissement. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour ne pas réussir ce truc, pour pas que ce soit abouti? Eh bien, ils vont soit arriver en retard, soit se mettre juste avant de partir à se poser une question: mince, est-ce que j'ai fermé le gaz? Mais pas seulement une fois, comme ça nous arrive un peu à tous. Ils vont tourner, ils vont vérifier, ils vont le fermer, ils vont dire ok, c'est bon, ils vont partir. Mais est-ce que si jamais au moment je l'ai fermé, est-ce que j'ai pas fait un mouvement contraire et je l'ai réouvert? Donc ils reviennent, etc. Ils revérifient, etc. Après dans la voiture, pareil. Donc ça, évidemment, c'est un embêtement, parce que le rendez-vous auquel ils voudraient arriver, ils vont y aller, mais en retard, à cause de toutes ces vérifications. Et ça va un petit peu rater quelque chose, hein, ça va les embêter. Donc ils vont réussir à rater quelque chose, quoi. Inconsciemment? Absolument. Inconsciemment, ça n'arrive pas du tout. Et, voilà. Et donc ça, le bien-être qu'ils pourraient avoir en étant tranquille et en se disant bon, ce n'est qu'un rendez-vous, ils vont en faire un trop, et ce trop, pour qu'il ne soit pas trop, ils vont en faire un moins. Hein, c'est-à-dire ils vont s'empêcher de... Voilà, réussir. Mais par exemple, dans les relations, tout ça avec les personnes, est-ce qu'elles ont du mal à, par exemple, avec leur famille? Ah oui, alors ça c'est embêtant, parce que ce sont des gens en général assez rigides. Il y a comme ça une structure un peu psychique chez les obsessionnels qui sont plutôt justement à contrôler, à vérifier. C'est des gens, on sent relativement vite qui veulent contrôler les choses, qu'ils n'ont pas beaucoup d'humour. L'humour, c'est un truc qui fait qu'on est souple. Mais si on est souple, c'est la porte ouverte à toutes les dérives, à la limite. Hein, donc ces gens-là, ils n'aiment pas trop que ce soit souple. Donc il faut que ce soit un peu rigide, bien contrôlé. C'est souvent des gens qui ont mal au ventre, d'ailleurs. Hein, c'est des constipés. Ils sont constipés dans les pensées, ils sont constipés au niveau de l'humour, et ils sont constipés pour eux parce qu'ils sont en train de contrôler tout, à l'extérieur et à l'intérieur. Donc bien sûr, ça leur pose des problèmes. Avec leurs amis, c'est pas forcément toujours drôle tous les jours. Avec leurs compagnes, oui, ça peut être embêtant. D'après vous, quelle méthode est la plus efficace pour une guérison de la fibromyalgie? Efficace, je sais pas. Parce que efficace, c'est encore autre chose. À notre époque, l'efficacité, on la met à toutes les sauces. Hein. Il faut que ce soit efficace, rentable, rapide, sans que ça nous coûte trop. Voilà. Ça, c'est un problème aussi, parce que qu'est-ce qui est efficace dans la vie? Est-ce que... je pense que tout le monde sait qu'une psychanalyse, en général, c'est un peu long. Parce que... voilà. Parce que les rouages et les engrenages qu'il s'agit de mettre au clair, ils sont protégés par toute une série de
mécanismes et de codage et de parasitage. Et tout ça, il faut y aller doucement au rythme de la personne. Si vous allez trop vite à lui dire bah, « moi j'ai compris que votre problème, il est là », ça c'est horrible. Un type qui vous dirait ça, d'une part, il se tromperait parce qu'il n'en saurait rien. Et d'autre part, ce serait juste pas audible. Ce serait insupportable. Donc il faut y aller un peu doucement et puis guérir entièrement d'un symptôme, je ne sais pas si c'est forcément le but en soi. Ce qui est important, c'est de pouvoir vivre mieux avec, autant que possible l'avoir un peu compris, et dégonfler, enfin, dégonfler le plus possible ces symptômes. Donc avant tout, vous allez préférer la qualité de vie avant la guérison complète, c'est ça? Oui, bien sûr. Ça c'est vraiment, oui, je crois. Ouais. C'est un poids qu'il doit enlever d'abord et pour après... Exactement. Ouais. Et est-ce que vous avez constaté des évolutions? C'était courant qu'il aille mieux le patient au cours du traitement Bah, c'est quand même le but. Hein. Oui. Ils viennent là pour ça. Moi, je pense que quand on travaille suffisamment, quand on est dans une analyse, ici on parle d'un travail, parce que c'est quand même un peu un travail, hein, c'est coûteux en temps, en argent, en émotion. Quand on est là quand même suffisamment longtemps, il se passe des choses, quoi. Enfin, je veux dire, il y a quand même des symptômes qui lâchent, il y a des choses qui s'assouplissent, la vie est autrement, il y a des effets sur soi, sur son entourage, il y a des choix qui deviennent possibles et qui ne l'étaient pas avant. Il se passe des choses, mais il faut tenir. bon. Dur mentalement quand même. C'est aussi un peu dur mentalement, c'est dur à différents niveaux, mais la vie elle-même est dure. Oui. Et si on ne le fait pas, de toute façon, ça va pas mieux. Mais non. Ça peut s'empirer. Ça peut... Bon, le plus souvent, ça reste comme ça. Il y a quelque chose qui est très fort, qui est la répétition. C'est-à-dire que si on ne fait rien, les choses se répètent. Et le but d'une analyse, c'est justement que les choses ne se répètent pas à l'identique. C'est qu'on arrête d'être dans une spirale de ratage, et qui est plutôt des choses de la nouveauté, un peu, et de la surprise, et de mettre de la vie dans la vie, plutôt que de la... Hein, c'est des gens... Les obsessionnels sont souvent des gens assez figés. Si rien ne pouvait bouger, ça serait génial. C'est-à-dire quelque chose comme ça où il n'y a pas de risque de perdre quelque chose. Vous savez, les humains sont très embêtés, on est tous très embêtés avec la différence. Quand il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, ou quand il y a quelque chose de différent, bah, ça nous embête, parce qu'on aimerait bien quand même que ce soit un peu tout pareil, tout tranquille, la garantie, notamment par rapport à la mort. Et à partir du moment où on parle, on est déjà dans la différence, parce que pourquoi dire ce mot-là plutôt qu'un autre? On est tout le temps en train de choisir sans le savoir. Et ça, bah, c'est pas facile, quoi. Parce que qui dit différence dit qu'il y a quelque chose qui nous échappe, qu'on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain, que forcément ça nous ramène à notre disparition, et que c'est toute une série de choses qui ne sont pas simples. Ensuite, on se demandait si vous travaillez seul sur les personnes ou est-ce que vous avez d'autres professionnels en contact? Non. Ici, oui, il y a par exemple quelque chose, il y a parfois des gens qui demandent est-ce que vous faites des thérapies de couple? Ah oui. Bon, ça m'arrive de recevoir les gens en couple, en tout cas la première fois, mais c'est d'une part pour écouter ce qu'ils ont à dire, mais c'est surtout pour leur dire que quand il y a un problème de couple, un couple, c'est toujours deux individus. C'est deux histoires, deux névroses qui se rencontrent, comme disait quelqu'un. Et donc, c'est important que chacun fasse un bout de chemin chez quelqu'un. Deux personnes chez un même thérapeute ou analyste, ça ne marche pas, je pense. Ça marche pas. Ah bah du coup... Donc oui, je travaille seul, et puis les gens vont faire leur chemin ici. C'est une question qu'on se pose beaucoup parce que généralement ils prennent aussi des médicaments, donc c'est aussi les médecins qui donnent des ordonnances pour ça. Et on pensait que c'était un réseau en fait. Plusieurs professionnels aussi avec les médecins. Non.
Bon, de formation, je suis médecin. Et un peu comme Freud à l'époque, qui était neurologue, le parcours professionnel et personnel fait qu'on s'est mis à interroger les symptômes autrement, en se disant c'est quand même assez bizarre, quand on est médecin, il y a des gens qui viennent avec des symptômes, on leur donne un médicament, et pourtant ça marche quand même pas bien, ils vont pas forcément mieux, il y a des choses qui insistent, qui se répètent, et là on peut se demander si ce qu'ils disent au travers de leurs symptômes, c'est pas autre chose que simplement une attente d'un médicament. Et donc ça fait que on se dit il vaut mieux essayer de les écouter autrement que de leur prescrire un médicament et qu'on n'en parle plus, quoi, une ordonnance. Et il me semble qu'à notre époque, les médecins ont la trop grande facilité à se dire que la réponse, ce sera le médicament. Et donc ils orientent soit chez des psychiatres ou d'autres médecins qui ont eux aussi, je dirais, l'ordonnance facile, en tout cas pour des symptômes névrotiques, hein. On ne parle pas de gens qui délirent ou des choses comme ça, hein. Ou alors chez des psychologues qui eux-mêmes n'ont pas fait d'analyse et qui ne sont pas au courant que quand on parle, on dit plus qu'on ne croit. Constamment, quand on parle, il y a deux niveaux de parole. Il y a ce qu'on a envie de dire comme un mode d'emploi pour que l'autre comprenne ce qu'on veut dire. Et à l'intérieur de ce discours, il y en a un autre qui n'est pas forcément audible, mais qui se repère. Et ce discours-là, il parle d'autre chose, il s'adresse à quelqu'un d'autre, et il demande autre chose. Et cette autre chose-là, si on n'y répond qu'avec la science ou avec la médecine, on est à côté de la plaque. Donc c'est vraiment pas dans... Parce qu'on a vu deux types de traitements, c'était comportement et médical, mais en fait c'est à côté que ça marche le mieux, c'est en parlant. Il me semble. Ah oui. Je ne détiens pas la vérité. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Vous savez, c'est comme quand les gens viennent parler ici. Bon, il y a des gens qui ne savent pas forcément qu'il faut un certain temps pour avancer dans son histoire et y voir plus clair. Et au bout de 2 ou 3 séances, comme ça, ils disent « Moi, j'ai l'impression que je vous ai tout dit. » Bon, moi, ça fait des années et des années que j'entends parler et que je parle moi-même. Enfin, on peut espérer qu'un psychanalyste, il ait fait une longue analyse lui-même, parce que sinon, il vaut mieux se poser des questions. Et donc, je peux vous dire qu'on peut parler longtemps. Et ça, c'est pas tellement le problème. Le but, c'est pas non plus de passer 10 ou 15 ans chez un analyste. Mais on peut parler longtemps, je dirais, on peut parler tous les jours. À l'époque de Freud, c'était tous les jours, sauf le dimanche. Donc, ouais. C'était quoi votre question? S'il y avait d'autres questions, c'est ça? S'il y avait d'autres choses à dire. Des sous-questions pour vous orienter. Ouais. Je crois qu'on a déjà dit pas mal. Oui. Je ne sais pas si peut-être vous, maintenant qu'on a dit ça et puis que vous avez déjà rencontré d'autres professionnels, quelle idée vous vous faites peut-être un peu de cette pathologie? Maintenant c'est moi qui vous pose une question. Des éléments dans leur passé en fait aussi. Oui. Des déclencheurs en fait, comme une femme, si par exemple elle s'était fait violer, du coup elle aurait tendance à tout le temps se laver, mais c'est justement parce qu'elle se sentait sale et des choses comme ça. C'était très difficile à enlever parce que justement c'était mental et c'était pas physique. Ouais, c'est ça, voilà. Ce qu'elle essaye d'enlever n'est pas sur pas, la peau. C'est dans sa tête en fait. C'est ça. Mais c'est là où la psychanalyse est à la limite entre la médecine, on va dire, on fait de la médecine au sens où on s'occupe de gens qui souffrent, c'est le soin, c'est prendre soin plutôt. Mais là où c'est plus du tout de la médecine, et où ce serait presque plus de la linguistique, enfin, ou de la philosophie, de la linguistique, c'est que la tâche qu'elle essaye d'enlever, ou la serrure qu'on essaye de fermer, qui est jamais suffisamment fermée, ou une tâche qui est jamais suffisamment propre, c'est une métaphore.
Ça, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire que quand on parle tout le temps. On prend tout le temps appui sur des métaphores et des métonymies. Vous avez peut-être appris ça en français. Métaphore et métonymie. Métaphore, j'ai entendu parler. Voilà, mais métonymie, c'est un peu plus distant, c'est un morceau pour parler d'autre ou d'un tout, oui. une partie pour un tout. Donc, quand on a un symptôme, quand on a une angoisse, c'est déjà une métaphore. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est connecté à distance d'autres mots. C'est des mots, M-A-U-X, qui sont connectés à distance d'autres mots, M-O-T-S. Ah, d'accord. Et c'est cette connexion-là qu'il s'agit de pouvoir entendre. Et vous imaginez bien qu'à ce moment-là, c'est pas un truc qu'on va pouvoir repérer ni avec une IRM, ni venir couper avec un médicament. C'est pas de ça qu'il s'agit, quoi. C'est vraiment une histoire de mots. Et c'est pour ça que c'est important de parler. Et je trouve que vos questions sont importantes. Et ce genre d'exercices comme ça et de travaux sur des thèmes comme ça sont essentiels parce que il repose la question de qu'est-ce que c'est que ces troubles-là qui nous habitent. On entend parler quotidiennement, les TOC et les tics, c'est quelque chose de courant, mais Ouais. finalement, c'est pas vraiment... C'est ça, les personnes On ne sait prennent pas de plus quoi à on la parle. légère en fait. Ouais. Quand on désigne quelqu'un qui a des tocs, c'est plutôt genre une personne qui est un peu bizarre, qui vit Oui. de manière bizarre. Il est ok. C'est ça, voilà. Voilà, c'est les gens... C'est Oui, ça. c'est exactement ça. Ouais. Alors que c'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de choses derrière. Même dans les Ouais. recherches, c'est très restreint. Ouais, On parle toujours la même chose, c'est pas ouvert en fait. Là encore, ça dépend où on cherche. Si vous allez rechercher du côté de chez Freud et de ce qu'il a écrit, c'est extrêmement riche et dense. Si vous allez chercher du côté de Jacques Lacan, qui est donc ce psychiatre, psychanalyste qui a repris tout le travail de Freud et qui l'a étendu, enfin qui l'a enrichi davantage, il y a beaucoup, beaucoup de choses à trouver. C'est souvent des textes très difficiles à lire. Il y a vraiment des choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur la névrose. Mais évidemment, si on oublie que c'est de la névrose et qu'on se dit ça n'existe plus, l'inconscient, on n'en parle plus trop non plus parce que ça embête tout le monde. Et les rêves, on s'en occupe plus non plus parce que ça embête tout le monde, on n'y comprend rien. Il suffit d'ouvrir un dictionnaire des rêves et on sait que si on a rêvé d'une dent qui tombe, c'est qu'on a des soucis d'argent, enfin des bêtises comme ça. oui. Du coup, on n'écoute plus. Et ce matin encore, j'avais quelqu'un qui me racontait un rêve. C'était absolument... c'était du matériel de premier choix, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses, un rêve. De l'inconscient et des conflits inconscients qui nous habitent. Mais il faut les entendre, il faut accepter de les entendre et puis avoir quand même une oreille. Et les rêves, souvent, ils permettent de retranscrire ce qu'on a au fond de nous, c'est ça? Oui. Un rêve, c'est un peu comme si vous vouliez faire passer un colis un peu douteux ou un peu interdit au nez et à la barbe des douaniers. Alors on le fait la nuit parce qu'il y a moins de gardes à la frontière. Et ce colis-là, on ne peut pas non plus le garder dans le coffre. Donc on va le déguiser, on va le compacter, on va le transformer un petit peu pour que si jamais il y a quand même un gardien qui regarde, qu'il ne le reconnaisse pas. Et c'est pour ça que le rêve, ça nous apparaît comme un truc un peu débile et sans queue ni tête et tout à fait bizarre. Mais il n'empêche qu'un rêve, c'est avant tout un rébus. Donc c'est pas les images qui nous importent le plus. Si quelqu'un rêve, je sais pas moi, d'un chapeau, ce sera pas le chapeau qui sera le plus intéressant, mais ce sera de se demander si c'est pas un chat et un pot. C'est des histoires de rébus, de sons et de mots. Et après, d'associations d'idées qui viennent à ce moment-là à la personne, à l'analysant qui les écoute. Merci. Bon, Merci beaucoup. on s'en tient là. Oui, je pense Oui. qu'on a beaucoup de choses. Voilà. Merci. Merci vraiment beaucoup. Ouais, Ça nous a vraiment aidé.